Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a présidé ce mercredi une réunion de la mission interministérielle franco-ivoirienne. La mission doit travailler à renforcer la coopération économique et financière entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a présidé hier mardi la cérémonie officielle de la 15e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le manioc est le deuxième aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire après le riz. Cependant, sa production encore artisanale rencontre d'énormes difficultés pour satisfaire le marché national. On en parle dans cette édition. Le Conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara et des membres du gouvernement. Il est essentiellement question du processus de développement de la Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a présidé ce mercredi une réunion de la mission interministérielle franco-ivoirienne. La mission doit travailler à renforcer la coopération économique et financière entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Alexis Ouedraogo. Un mois après la rencontre entre les deux chefs d'État ivoiriens et français à l'Élysée à Paris, une mission interministérielle est mise sur pied. Objectif, raffermir la coopération financière et économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce mardi à la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la réunion de cadrage de la dite mission. La présente mission devrait permettre d'échanger autour des priorités à inscrire dans la coopération avec la France en vue de contribuer au maintien de cette dynamique économique. Le souhait donc du gouvernement qu'il permette de répondre à la totalité du besoin financier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, dont le schéma franco-français a été retenu pour sa mise en œuvre. L'objectif du gouvernement est de mettre en œuvre ce projet dans son périmètre initial de 37 km allant d'Anyama à Port-Boué pour un coût de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. En ce qui concerne les autres priorités, nos discussions devront nous permettre de nous accorder sur les instruments financiers à mobiliser et les enveloppes nécessaires pour une action efficace dans l'intérêt de nos deux parties. Autres priorités concernées, l'éducation, la formation, l'emploi. Il s'agit d'améliorer l'employabilité et la compétitivité au sein des entreprises. Les questions de résilience et de protection de l'environnement sont aussi sur la table. 48 heures durant, les participants travailleront donc à trouver des mécanismes pour contribuer au maintien de la dynamique économique entre les deux pays. La France et la Côte d'Ivoire devraient également renforcer leur partenariat militaire en vue de gagner la bataille contre l'insécurité et le terrorisme. S'agissant donc de la sécurité, l'objectif du gouvernement est de consolider la normalisation de la situation sécuritaire globale de notre pays à travers des actions ciblées et efficaces. Le cadre de référence de cette action est la loi de programmation militaire d'une part et la loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Il s'agira notamment d'apporter un appui au schéma de restructuration de l'armée ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France sur le continent africain. Autre activité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a reçu en audience le président du groupe chocolatier Semois hier mardi. Patrick Poirier a fait le point des activités de sa structure en Côte d'Ivoire. Michel Digré. L'amélioration des conditions de travail des cacaoculteurs ivoiriens au cœur de l'audience accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au président du groupe Semois. Pour Patrick Poirier, l'enjeu est de créer un environnement favorable à la production d'un cacao de qualité qui va générer de la valeur ajoutée et du profit pour tous les acteurs de la filière. Je suis venu voir M. le Premier ministre pour le tenir au courant des avancées du programme Transparence, le programme de développement durable du groupe Semois en Côte d'Ivoire. Nous avons de grandes ambitions sur ce programme Transparence qui permet d'améliorer globalement la vie des planteurs et de travailler sur l'amélioration qualitative aussi du cacao de Côte d'Ivoire. Semois est un fervent défenseur
de l'origine du cacao de Côte d'Ivoire. Nous faisons la promotion du cacao de Côte d'Ivoire, bien sûr en Côte d'Ivoire avec nos produits, mais aussi en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et nous avons eu la chance, une délégation du groupe CEMOA a été reçue par monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ambassade du Japon avant-hier. Donc j'ai montré à monsieur le Premier ministre que nous faisons la promotion du cacao de Côte d'Ivoire dans le monde entier. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a présidé hier mardi la cérémonie officielle de la 15e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le thème cette année, dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. Traoré Mahama Abiba Dambélé Saoué. La place de l'enfant est à l'école et non au travail, encore moins sur les champs de bataille. Les enfants ont besoin d'une éducation de qualité et d'une protection adéquate. Un message poignant qui n'a pas laissé indifférent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et les invités à cette cérémonie de commémoration. D'autant plus que ce message colle au thème choisi pour la 15e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants, à savoir, dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants. Un thème d'actualité au regard des multiples situations de crise que vit la planète. La situation de crise constitue en effet un terrain fertile, favorable à l'émergence de nouvelles formes de travail des enfants, telles que l'utilisation d'enfants par les forces ou groupes armés. Mais de manière générale, les crises aggravent une situation qui préexistait en détruisant les moyens de subsistance des populations et les écoles et en provoquant des déplacements des populations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Loin d'être dans l'inaction, le gouvernement ivoirien mène ces dernières années une lutte drastique contre le travail des enfants. Rien que pour la période 2016-2017, l'État et ses partenaires vont débourser environ 9 milliards de francs CFA pour financer les actions sur le terrain. La Côte d'Ivoire entend s'associer pleinement à toutes les initiatives mondiales visant à combattre la pauvreté et à éliminer le travail des enfants dans les chaînes de production. Il nous faut maintenant relever le défi de la mobilisation des ressources pour la consolidation des progrès réalisés. Il nous faut également valoriser les bonnes pratiques et mettre en œuvre des programmes tels que la pérennisation et l'extension du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Que faire pour empêcher les enfants de subir les conséquences des conflits et catastrophes naturelles? La réponse se trouve dans le message livré lors de cette cérémonie par la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, il nous faut avant tout informer nos populations sur les droits et la protection de nos enfants en temps de paix pour que ces mécanismes de protection deviennent systématiques en cas de conflit ou de catastrophe. Il nous faut, deuxièmement, renforcer la formation de tous les acteurs impliqués dans la résolution de cette problématique pour des interventions plus efficaces sur le terrain. Il nous faut également construire des centres d'accueil pour améliorer l'offre de services de prise en charge des enfants en situation d'urgence. Enfin, il nous faut renforcer notre coopération sous-régionale, car les conflits et catastrophes conduisent bien souvent les enfants à se retrouver seuls hors du territoire national, ce qui accroît leur vulnérabilité et les expose au risque de la traite transfrontalière. Je reste convaincue que c'est dans un effort commun et par des actions concertées que nous parviendrons à éradiquer ce phénomène de notre pays et à protéger les futures générations. Ajoutons que la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a initié la construction de 3 centres d'accueil pour enfants en situation de détresse dans les villes de Soubré, Ferkessédougou et Bouaké. Celui de Soubré sera livré en août prochain et pourra accueillir une centaine d'enfants.
La 31e session de la Journée mondiale de la population a été célébrée hier dans le monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé dans une nouvelle approche. Reportage, Patricia Omo-Etia. Dans le monde, environ 225 millions de femmes n'ont à l'heure actuelle pas accès à des services de planification familiale modernes. En 2016, les produits contraceptifs fournis ont permis d'éviter 11,7 millions de grossesses non désirées et près de 3,7 millions d'avortements pratiqués dans des conditions insalubres. La 31e édition de la Journée mondiale de la population, dont le thème est planification familiale, autonomisation des populations et développement des nations, est donc une invite à nous engager plus vigoureusement pour la santé et les droits des femmes et des couples, dans la mesure où ces investissements génèrent des profits, notamment économiques et sociaux, susceptibles d'amplifier la dynamique de développement de nos nations. En effet, des millions de femmes supplémentaires ont désormais la possibilité d'avoir moins d'enfants et de fonder une famille plus tardivement, ce qui leur permet de terminer leur scolarité et de mieux gagner leur vie et d'échapper à la pauvreté. Il faut aussi reconnaître que le droit à la planification familiale n'est pas respecté et appliqué. Certaines régions du monde continuent de consentir des efforts considérables pour parvenir aux standards internationaux. Cependant, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, les résultats en matière de planification familiale restent en deçà des attentes. Le pourcentage de femmes dont les besoins en méthodes modernes de contraception sont non satisfaits est passé de 27% en 2012 à 29% en 2017. Le nombre total d'enfants par femme reste encore élevé, avec un nombre moyen de 5 enfants par femme en 2012. C'est la raison pour laquelle le pays s'est engagé dans la révolution contraceptive, car il est désormais reconnu que 1. Les femmes optant pour la planification familiale sont en meilleure santé et moins sujettes au décès maternel. 2. Les enfants nés de femmes espaçant leur grossesse sont généralement en meilleure santé et leur taux de mortalité infantile au cours des 5 premières années est inférieur à celui des autres enfants. 3. Les femmes pouvant décider par elles-mêmes et jouissant d'une meilleure santé reproductive sont plus autonomes, ce qui leur permet d'obtenir des emplois mieux rémunérés et de contribuer plus activement à la prospérité de leur famille et de leur pays. Le développement de notre pays commande que nous progressions en matière d'utilisation des méthodes contraceptives telles que recommandées à la dernière réunion du partenariat de Ouagadougou pour la planification familiale. La proportion de femmes en âge de procréer sous méthode contraceptive doit passer à 30% en 2020. Autre information, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a organisé une journée récréative en faveur des enfants et adolescents vulnérables. Cette journée vise à détecter les talents et les compétences de ces enfants. Frédéric Oulaï, à Boussanogo. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant communie avec les pensionnaires de l'orphelinat Gaston de Bergeville. Des enfants adolescents en situation de vulnérabilité. C'est le cas des jeunes Christian dont les parents séparés ne s'en occupent plus et Ahmed qui lui vit dans la rue et qui caresse le rêve de devenir un jour un grand artiste. Frido, je dis liberté, liberté. Ils doivent exercer le métier de leur choix. Ils doivent exercer le métier de leur choix. Donnez-nous notre liberté, Frido, liberté. Face à cette problématique des enfants en situation de vulnérabilité, le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables mène des actions de soutien et d'orientation vers de nouveaux secteurs d'activité. Nous faisons des équipes de rue. Nous sortons dans la ville d'Abidjan. C'est-à-dire voir tous les points chauds où on retrouve tous ces enfants en situation de rue. Et on entre en communication avec eux pour voir pourquoi ils sont là, quelles sont les raisons qui les poussent à être dans cette situation-là. Une initiative saluée par Maria Toukoni.
ces enfants apprennent des métiers qui leur plaisent. Vous voyez, ce sont des métiers qui plaisent à ces enfants qu'ils apprennent. Et généralement, les parents imposent docteurs et autres. Et là, ce sont des enfants qui s'exercent à l'art, à la culture, au sport, qui ont envie de faire ces métiers-là. Et donc, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a contracté avec des structures, dont le ministère de la Culture, pour aider ces enfants à s'exprimer, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais dans un cadre familial, parce que le ministère, c'est la famille pour ses enfants. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a annoncé l'ouverture très prochaine de plusieurs centres d'accueil dans des villes de l'intérieur du pays pour la prise en charge de ces enfants. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI a refermé ses portes hier mardi ici à Abidjan. Un point presse a sanctionné les travaux. Alexis Ouedraogo. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI referme ses portes. Plus de 57 pays ont pris part à cette rencontre de l'Organisation de la coopération islamique. Elle marque le début de la présidence de la Côte d'Ivoire à la tête de l'organisation. Pour donner l'essence des différents travaux réalisés, le ministre Marcela Montano et le secrétaire général de l'OCI donnent un point de presse. L'occasion de présenter les résolutions annoncées. Les travaux du Conseil, que j'ai donc présidés, ont examiné les grandes questions d'ordre politique, économique, social, culturel et sécuritaire, objet des résolutions adoptées par la session, en vue de relever les nombreux défis de l'ère, notamment le renforcement de l'union et de la solidarité, la consolidation de la paix à travers le règlement des différends par la négociation et le dialogue entre les États membres, le renforcement des politiques d'insertion et de responsabilisation des jeunes afin de les détourner de toute tentation et manipulation malveillante, la mise en place d'actions concertées de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la solidarité au sein de la communauté islamique entre pays riches et ceux confrontés à des difficultés économiques. Plusieurs autres sujets, parmi lesquels la cause palestinienne, la situation en Syrie, au Yémen, en Libye, au Mali, ont meublé les échanges. La 45e édition du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est annoncée pour 2018. Alexis Ouedraogo, le président de la Banque islamique de développement Banda Al-Haja a visité hier mardi 3 projets majeurs qui ont bénéficié de l'appui financier de la Banque islamique de développement. Il s'agit de la station d'eau potable de Yopougon, de l'aérogare de fret d'Abidjan et de la baie de Cocody. Lancide Bakayoko, reportage. La baie de Cocody, l'unité de production d'eau potable Niangon 2 de Yopougon et l'aérogare de fret de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué sont les 3 projets visités par le président de la Banque islamique de développement. Nous allons montrer au président combien l'appui de la banque est précieux au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations. Première escale, l'usine de traitement d'eau de Yopougon. Avec une capacité de 44 000 m3 d'eau par jour, cette station de production a permis de résorber le déficit en eau potable dans la commune de Yopougon et ses environs. Deuxième arrêt, le terminal fret de l'aéroport d'Abidjan. Ici, ce sont des travaux de réhabilitation et d'extension de l'aérogare. Le nouveau centre devrait permettre d'augmenter significativement le volume de marchandises traitées. Le tonnage projeté est de 55 000 contre 21 000 actuellement. Dernier point visité, la baie de Cocody, une vraie vitrine touristique en perspective. Pour tous ces projets, la Banque islamique de développement est satisfaite et plaide pour une synergie d'action plus forte. Je souhaiterais que tous les partis qui travaillent ici, et toutes les entreprises et tous les bureaux d'études collaborent ensemble pour finir les projets financés par la Banque islamique dans les délais les plus vite. Et je souhaiterais aussi accompagner le gouvernement dans les nouveaux projets.
À ce jour, l'ensemble des interventions de la BID en Côte d'Ivoire tourne autour de 600 milliards de francs CFA. À l'occasion du groupe consultatif de Paris en mai 2016, l'institution a également annoncé un engagement de 1 000 milliards pour le financement du Programme national de développement 2016-2020. Allez, tout à fait autre chose. À présent, les 28 et 29 novembre prochains, Abidjan va abriter sur le sommet de l'Union européenne-Afrique. Avant ce rendez-vous, la Commission de l'Union européenne organise à Bruxelles les 5e assises de la coopération décentralisée. Envoyé spécial, Kwasi Mabadou. C'est dans ce bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles que se tiennent les 5e assises de la coopération décentralisée. Une rencontre pour faire le point du mariage entre les collectivités territoriales africaines et l'Union européenne. Il s'agit également pour ces élus locaux africains, principalement les présidents des régions, de soumettre les préoccupations de leur population à l'Union européenne. Une rencontre préparatoire du prochain sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra à Abidjan fin novembre 2017. Avec l'aide financière de l'Union européenne, on peut essayer d'améliorer les possibilités de développement territorial dans ces pays et les conditions de la vie. Et tout cela est très fort lié au problème de la migration et c'est pour ça qu'on essaye de les traiter ensemble. Au cœur de ces discussions, la question de la migration et le changement climatique. Les élus locaux africains soutenus par la Commission de l'UEMOA sont venus présenter les opportunités de développement qui pourraient bénéficier de financement. Si nous créons les conditions dans nos régions où il fait bon vivre, nous créons les conditions dans nos régions, dans nos villes, où on peut travailler, gagner un peu d'argent, être à l'aise, alors nos frères, nos sœurs, nos populations ne chercheront plus à venir en Europe. Cet argent, nous pensons que doit aller directement aux collectivités territoriales parce que c'est nous qui vivons le quotidien des populations. Nous avons beaucoup d'énergie en Afrique. L'énergie solaire est abondante. Aujourd'hui, donc, il suffit qu'il y ait vraiment un minimum d'investissement pour que les collectivités locales puissent vraiment émerger et disposer vraiment de toutes les infrastructures nécessaires pour leur développement. Pendant ces 2 jours de travaux, les élus locaux africains, appuyés par certains de leurs pairs de l'Amérique latine, pourront proposer des solutions de lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté. Des propositions qui seront reversées aux recommandations d'Abidjan en novembre prochain. Et cette information après la certification américaine qui autorise des vols directs à destination des États-Unis d'Amérique, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient d'obtenir la certification OACI. C'est une exigence pour l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, à tous ses États membres. La certification OACI signifie que les exploitants d'aéronefs et les autres structures qui utilisent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au moment de la délivrance du certificat par l'Autorité nationale de l'aviation civile ANAC répond aux exigences de sécurité concernant les installations et l'exploitation technique, ce qui pourrait attirer davantage les investisseurs. Le reportage de Francis Boifo dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions dans nos titres, le manioc est le 2e aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Après le riz, cependant, sa production encore artisanale rencontre d'énormes difficultés pour satisfaire le marché national. Soro Corona, Kwadjo Kwame et Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké, regardez. Pour une demande annuelle estimée à plus de 6 millions de tonnes de manioc, la Côte d'Ivoire n'a produit que 4,5 millions de tonnes en 2016. La production de manioc en Côte d'Ivoire reste encore artisanale. On fait le champ d'arachide et puis, dès la récolte, on met les boutures de manioc dedans. Là, c'est serré. Face à la pauvreté des sols et la forte demande, cette technique culturelle s'avère inadaptée. La gestion intégrée de la fertilisation des sols pour la production intensive du manioc est en expérimentation. L'esprit de cette technique, c'est de permettre aux paysans d'avoir des revenus intermédiaires. Les parents ils cultivent sur des sols pauvres du manioc et ils attendent jusqu'à 9 à 12 mois pour avoir un seul revenu. Alors, avec cette nouvelle technique de gestion intégrée, où on intègre les légumineuses à cette culture de manioc, ça permet aux paysans d'avoir des revenus intermédiaires. Cette technique est expérimentée dans le département de Béoumi
par la société coopérative ADS, Agriculture intelligente et durable pour un environnement sain. La consommation de l'attiéké a pris toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et même la Chine. Le manioc transformé en attiéké se mange aujourd'hui dans le monde entier. Pour faire face à la question d'acquisition des terres, la société coopérative AIDS compte impliquer la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La commercialisation du manioc produit dans les zones reculées demeure une difficile équation à résoudre. Le premier problème de l'agriculteur, c'est la commercialisation. Et dans notre projet, nous avons déjà contacté des organisations pour la commercialisation. Les femmes de la filière manioc saluent cette initiative qui viendra améliorer leurs conditions de vie. Nous, les femmes de Béoumi, on salue cette dame qui nous a apporté une nouvelle technique pour sortir de la pauvreté. Nous acceptons son projet. L'acheteur abidjanais est roi en brousse. Quand il arrive, c'est lui qui fixe le prix Borchamp. Je mets ma confiance au projet Niawa. Avec la production de plus de 4,5 millions de tonnes en 2016, la Côte d'Ivoire est l'un des gros pays producteurs et consommateurs de manioc au monde. Radio Boaké a procédé au lancement de ses émissions de vacances 2017. Concours Vacances, ma première radio, Yes Holidays et tout baigne. Autant de production pour permettre aux auditeurs de passer de bons moments sur les 98.6 MHz. Amadou Ouattara Walter, RTI Boaké. Le studio A de Radio Boaké a accueilli du beau monde. À l'occasion du lancement des émissions des vacances scolaires 2017, la radio de toutes les générations veut se donner les moyens afin de captiver l'attention des auditeurs des régions de Boaké, du Hambol, du Bélier ainsi que de ses autres zones de couverture. À cet effet, 4 émissions ont été choisies. Le chef de département radio de RTI Boaké, Souleymane Fofana, dit Papous Kader, revient sur les motivations et innovations pour cette édition 2017. Il y a concours vacances, il y a tout bien le freestyle, il y a ma première radio, il y a aussi Yes Holidays, pour le plaisir des auditeurs de Radio Boaké. En showcase, et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est une innovation. Et puis, l'innovation qui est détail cette année, c'est quoi? Il y aura 2 chansons imposées. Ce sont des émissions éclatées, hors des studios, avec un autre thème, Union, base de développement durable. Donc, ça veut dire qu'en 2017, là, nous pensons toujours pour faire plaisir aux auditeurs de Radio Boaké. Paul Déborah Balou, l'animatrice du jour, a reçu tour à tour les différents producteurs qui ont expliqué aux auditeurs de Radio Boaké le contenu des émissions prévues pour ces vacances. Concours Vacances, c'est une émission donc grand public, éducative, culturelle. Et dans cette émission-là, nous avons aussi bien de la littérature. Radio Boaké a repris officiellement ses activités le 29 décembre 2011. Elle émet sur les 98.6 MHz en FM, fréquence de modulation. Le président de la commission communication du Comité national des Jeux de la francophonie, Mme Camara, a échangé avec les journalistes membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il invite l'ensemble des journalistes et les patrons de presse à assurer une bonne couverture médiatique de ces Jeux prévus du 21 au 30 juillet ici à Abidjan. Isayo Chonan. Le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, galvanise les journalistes pour une meilleure couverture médiatique des Jeux de la francophonie. Le président de la commission communication du CNJF, Mme Camara, à l'invitation de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, invite la presse locale à s'approprier l'événement. Nous sommes venus au nom du ministre, au nom du directeur des Jeux, réaffirmer l'engagement donc du Comité national des Jeux de la francophonie à travailler avec la presse, à travailler avec les journalistes ivoiriens et à travailler avec l'ensemble des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Le succès des Jeux passe par une bonne couverture médiatique, un enjeu dont les journalistes et patrons de presse ont conscience. Il y a une mobilisation générale autour des Jeux. Il était bon que les journalistes également se mobilisent pour la réussite de ces Jeux
C'est pour cela que nous avons convoqué tous nos confrères ici à la Maison de la Presse pour que nous puissions avoir toutes les informations et nous-mêmes informer les autres. Pendant cette période des Jeux, les journalistes doivent se mobiliser pour être professionnels jusqu'au bout. Les patrons de presse en Côte d'Ivoire sont disposés à accompagner ces Jeux de la francophonie. Il y va de notre image et la presse ivoirienne, les patrons de presse avant tout, doivent apporter leur contribution très appréciable à ces Jeux de la francophonie. Mam Camara encourage les journalistes ivoiriens à s'inscrire massivement sur le site internet des Jeux de la francophonie pour avoir une accréditation. Seul Sésame qui permet l'accès aux différents sites. Il indique que les retardataires ont encore le temps jusqu'au 20 juillet vers des Jeux pour se faire établir leur accréditation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.